Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Au sommaire aujourd'hui de votre JT, une nouvelle interface pour les familles de parents atteints de maladies neurodégénératives. Comment fonctionne-t-elle? En quoi est-elle importante pour le soutien du malade? Le professeur Alain Pess nous apportera toutes les explications. Malgré le contexte actuel, le sport a réussi à tirer son épingle du jeu. Certaines disciplines ont pu continuer leur championnat ou leur tournoi. C'est le cas par exemple du tennis. Nous ferons le point avec le joueur monégasque Lucas Catarina, auteur d'une belle saison. Dans ce journal également, l'élan de solidarité se poursuit en faveur des sinistrés de la tempête Alex, et puis la sortie du nouveau numéro des Annales monégasques. Mais avant cela, retour sur les trophées de l'Eco. Ces récompenses mettent à l'honneur les entreprises qui se sont illustrées au cours de cette année si particulière. Ces prix ont été remis jeudi soir au Grimaldi Forum. Qui sont les lauréats de cette 9e édition? Élément de réponse avec Christina Thomel. En raison de la crise sanitaire, c'est dans une ambiance intimiste et feutrée que s'est tenue cette 9e édition des trophées du Club de l'Éco. Des récompenses pour mettre en lumière le dynamisme et la variété de l'économie monégasque. 7 trophées au total ont été décernés et si Orbital Solutions Monaco a reçu le trophée Innovation pour son satellite et que la société Bettina s'est vue décerner le trophée Rebond économique. La société Phytocante, société spécialisée dans les compléments alimentaire 100% naturel, a reçu le premier prix, le trophée développement pour son gel hydroalcoolique. Un gel hydroalcoolique, et les gens s'en ressentent aujourd'hui, quand on l'utilise souvent, ça va provoquer des gerçures, et les gerçures sont autant de foyers infectieux. Donc, j'ai fait un gel où il y a dedans, bien sûr, de l'alcool, mais des huiles dermoprotectrices, c'est-à-dire déjà ça donne une bonne odeur et ça répare et ça adoucit les mains. Autre prix remis, le trophée Made in Monaco décerné à TMC pour ses réalisations. Le trophée Manager de l'année remis aux dirigeants de la société Monaco Asset Management. Référence sur les marchés financiers monégasques pour les clients privés et institutionnels. Et le trophée Prix spécial du jury décerné cette année à la présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco. La femme aujourd'hui est un pilier également dans l'entreprise, mais également dans sa famille. Vous savez, aujourd'hui, les couples ont besoin de gagner ensemble l'argent et pour la famille, c'est important qu'il y ait la femme également qui est active, bien qu'elle fait beaucoup plus de choses que juste l'entreprise. Elle s'occupe de la maison, des enfants, et en plus, pendant le confinement, elle était même obligée d'être professeure de classe, donc c'est vrai que c'est bien. Et pour finir, en cette période particulière, un nouveau trophée a aussi été décerné, le trophée Solidarité Covid, un prix qui a été décerné à la Société monégasque d'assainissement. Aujourd'hui, si certains secteurs de l'économie ont su rebondir et que d'autres tentent de tenir à flot, certains pans de l'économie monégasque sont quant à eux à l'arrêt à cause de la crise sanitaire. L'immobilier et la finance ont par exemple su compenser les pertes du commerce et du tourisme. Rejoignons à présent Sandrine Nègre pour le reste de l'actualité en principauté. Bonsoir Sandrine, un mot tout d'abord sur cette image ce matin, place du Casino. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Jean-Luc Biamonti évoquait sur notre antenne il y a quelques jours le plan de restructuration de la SBM et le fait qu'il serait en cours jusqu'au 10 décembre. Cette date est maintenant passée et ce matin, place du Casino, vous le voyez, est en force syndicale avec cet appel aux salariés à effectuer une photo de famille. Il sera question de la situation et de ce plan en début de semaine avec justement un invité de la société. Un point à présent sur le comité mixte de suivi de la Covid-19. Une nouvelle réunion du comité mixte de suivi de la Covid-19, où il s'est tenu ce vendredi, comme pour les précédentes. Membres du gouvernement princier et du Conseil national ont échangé sur les décisions prises et à prendre dans le cadre de la crise sanitaire. Précision à venir dans une prochaine édition. Ce geste maintenant en faveur du centre cardio-thoracique. Karl Vanis, fondateur du club allemand international de Monaco, a remis un chèque de 41 000 € au professeur d'or et plus largement à la direction du centre cardio-thoracique, une somme qui résulte de la vente intégrale de son livre « La belle époque de Monaco ». Autre action de solidarité, Sandrine, celui de Monaco Télécom.
Les représentants de Monaco Télécom se sont rendus au siège de la Fondation Prince Albert II pour officialiser la remise de dons issus de la dématérialisation de ces factures. Cette année, en accord avec Monaco Télécom, les équipes se sont rapprochées du parc national du Mercantour afin que ce don soit affecté à des travaux de réhabilitation suite au passage, Émilie, de la tempête Alex. La tempête Alex qui s'est abattue le 2 octobre dernier sur les Alpes-Maritimes a causé de nombreux dégâts. Si Monaco a été épargné par les intempéries, la population a été touchée par le sort des communes voisines. Un élan de solidarité s'est rapidement créé dans les jours qui ont suivi. 2 mois après la catastrophe, à l'approche des fêtes de fin d'année, il était important de montrer que cette entraide n'a jamais cessé. Alexandra Pani, on vous retrouve aux côtés du chef Joël Garraud pour une belle initiative. Tout à fait, ici, pas question de baisser les bras et d'oublier les habitants des communes sinistrées. Tout est organisé pour offrir 180 paniers succulents, des paniers de Noël qui ont été fabriqués par 17 grands chefs. Je suis avec Joël Garraud, vous êtes le président de Monaco Goût et Saveur. Comment vous est venue cette idée? L'idée nous est venue de faire donc ces paniers de Noël. Et de là, on a fédéré tous les chefs qui tous ont répondu présents. Et on est parti donc avec simplement, on a dit 4 ingrédients dans le panier. En fin de compte, maintenant, on arrive à 12 ingrédients dans le panier. Des réalisations qui sont faites maison pour apporter une jolie note pour ces fêtes de fin d'année, c'est ça? Oui, oui. Alors chacun a fait. Alors ça part du kouglof. Par exemple, le Matamouane nous a fait des petits kouglof spécifiques. Après, il y a les panettones. On a la confiture aux 3 fruits. Vous voyez, tout le monde a participé et on a le saumon du Novotel. Et ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec, on va dire, une euphorie générale dans ces moments moroses qui ont donné de la gaieté à chacun. Comment va s'opérer la distribution? Elle a lieu le mardi 15 décembre. Oui. Comment est-ce que vous allez affiner ces paniers? Alors, justement, une fois que ça a été réalisé, on s'est dit comment on va monter. En fin de compte, j'ai appelé l'Automobile Club. Et grâce à M. Tornator, il nous met à disposition des véhicules avec chauffeur pour pouvoir acheminer les colis de Noël pour tous les habitants. Et ça, on y tenait. Tous les habitants de Fontan, de Bergues supérieurs et inférieurs vont avoir leur colis de Noël. Et pour monter les chefs, j'ai 2 taxis de Monaco qui ont répondu présent. Donc c'est vraiment, la boucle est bouclée. Et quand je vous dis, je dis toujours, souvent, à Monaco, c'est autre chose. On peut aller vite, on peut faire bien. Et franchement, le résultat, il est là. Une belle initiative donc pour apporter une note sucrée à ces fêtes de fin d'année dans cette période très difficile pour eux. Merci Alexandra et nous reviendrons très prochainement sur notre antenne sur cette solidarité monégasque en faveur des sinistrés. Coup de projecteur à présent sur une interface qui s'adresse aux familles de parents atteints de maladies neurodégénératives telles qu'Alzheimer. Un programme mis en place par plusieurs associations et entités de la principauté. Pour en savoir plus, nous avons contacté le médecin à l'initiative de ce projet. Bonsoir Alain Pess. Bonsoir madame. Fort de votre expérience dans le milieu médical, vous êtes à l'initiative d'un programme pour les aidants de patients atteints de maladies neurodégénératives. Comment fonctionne-t-il ? Alors, ce programme, en fait, nous y avons travaillé depuis 2 ans environ sur le site de l'Association monégasque pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Donc, en fait, il s'agit d'un programme qui est destiné à ce que les personnes qui s'occupent de personnes à domicile atteintes par ces maladies va se voir poser un certain nombre de questions pour établir un profil de troubles du comportement de son malade. Et ensuite, elle va avoir un professionnel qui va répondre à son questionnement sous forme d'une vidéo. Alors concrètement, c'est de la prévention, c'est mieux comprendre ces maladies et anticiper des situations auxquelles le patient serait confronté. Alors c'est tout à fait mieux comprendre la maladie, savoir que ces troubles du comportement sont en fait sont pas des volontaires la plupart du temps de la part du patient, mais que ce sont les symptômes d'une maladie. Donc l'objectif est d'expliquer aux familles, aux aidants les plus proches, pourquoi pas même aux professionnels, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ces troubles du comportement, qu'est-ce qu'on peut faire pour les prendre en charge,
Donc il y a différentes solutions qui sont proposées. Et effectivement, outre la meilleure compréhension, il y a aussi un problème de prévention des conséquences avant tout des troubles du comportement. Comment les personnes atteintes d'Alzheimer vivent cette situation si particulière actuellement? Deux situations principales. D'abord, il y a la situation où la personne ne se rend pas compte qu'elle est atteinte de cette maladie. Ça s'appelle l'anosognosie, c'est un symptôme médical. La personne ne s'aperçoit pas qu'elle a des troubles de la mémoire, qu'elle a des troubles de la parole, de l'organisation de sa pensée, de la planification. Elle ne s'en aperçoit pas, elle n'en souffre pas beaucoup au début, par contre les proches en souffrent énormément. Et puis la seconde façon de vivre les choses, je caricature un peu, mais c'est quand même la réalité quotidienne, c'est que la personne se rend compte. Et là, elle se rend compte de la dégradation des capacités cognitives. C'est générateur d'anxiété, c'est générateur de dépression, c'est générateur de troubles de l'appétit, de l'alimentation, d'une perte d'autonomie, bien sûr. Et donc, ce sont les deux grandes façons de vivre la maladie. Après, bien entendu, il y a des intermédiaires possibles entre les deux. Comment les personnes âgées, nos aînés, vivent cette crise sanitaire? Il est clair que les personnes âgées, en général, sont en difficulté avec la réduction des visites chez elles ou en établissement. Donc en fait, oui, la situation est compliquée pour les personnes âgées. A contrario, elles ont peut-être, et on peut peut-être leur conseiller des petites choses à faire pour garder quand même une certaine condition physique et cognitive, disons, suffisante pour affronter cette épreuve. Merci beaucoup Alain Pes d'avoir été avec nous ce soir pour nous présenter cette interface. Merci beaucoup. Du sport à présent avec vous, Sandrine Nègre. On débute avec la 14e journée de Ligue 1 et le prochain match de l'AS Monaco. Samedi dès 17h, les Marseillais et les Monégasques ont rendez-vous sur la pelouse du Vélodrome. L'OM et la SMFC sont respectivement 4e et 5e du classement du championnat de Ligue 1. Je vous propose à ce sujet d'écouter des extraits de la conférence de presse organisée avant cette rencontre donc. Me as a coach, I see the progress when we started from now. I know it is an up and down. I would say more up than down. We want to try to win. This is for sure. Every game we want to win. For me and for us, I think it's a really important game against Marseille. It's away, and we want to win this game. And maybe after a win away against a team like Marseille, it's a return for us and a new start. But I think we are finally on a really good way together as a team. Et sachez que nous avons appris aujourd'hui que la Ligue de football professionnel a décidé de mettre fin au contrat avec son diffuseur majeur, Mediapro, après 2 mois de conflit sur les droits télévisés du championnat de France. Tout le sport monégasque réuni dans un seul magazine pour un numéro exceptionnel, Sandrine. Vous pouvez retrouver Code Sport Monaco numéro 50 dans la plupart des kiosques de Monaco et dans les points de distribution habituels. Il est aussi disponible en téléchargement depuis aujourd'hui sur le www.codesport.fr. 50, un numéro forcément spécial. Depuis sa création, Code Sport propose plusieurs coups de projecteur sur les événements sportifs qui se déroulent à Monaco et forcément sur les sportifs eux-mêmes aussi. Et on termine par ce salon au Grimaldi Forum sur le pays du soleil levant. Oui, jusqu'à dimanche, le Grimaldi Forum propose Made in Japan, in Monaco, un salon spécialisé qui a pour objectif de proposer au public plusieurs démonstrations liées au pays du soleil levant. Animation, concerts, Émilie, il sera aussi possible d'en savoir plus sur le Dojo Kendo samedi et dimanche dès 11h. Vous nous parliez de sport, Sandrine, dans votre point info. Restons dans le domaine avec Luca Catarina. Le joueur de tennis monégasque vient de clôturer sa saison avec un bilan plus qu'honorable. Le monégasque a remporté 3 tournois sur les 15 auxquels il a participé cette année. Il s'est également hissé en finale à plusieurs reprises. Comment a-t-il vécu cette saison dans un contexte si particulier? Quels sont ses objectifs pour le futur? Luca Catarina est avec nous ce soir. Bonsoir Luca. Bonsoir. On peut le dire, c'est un bilan de saison plutôt satisfaisant vous concernant. Écoute, oui, j'ai plutôt bien joué cette année au final, malgré toutes les circonstances. Donc, je suis plutôt content des matchs que j'ai pu faire et des résultats que j'ai obtenus. Vous attendiez à pouvoir jouer autant malgré la situation sanitaire? C'est combien? 15 tournois vous avez fait cette année? Oui, c'était plus ou moins 15 tournois. Non, honnêtement, pendant le premier confinement, je
pensais que ça allait être fini pour toute l'année. Donc on va dire qu'on a un peu limité la casse en fin d'année en pouvant jouer quelques tournois. Donc voilà. Comment vous choisissez vos tournois de la saison? J'imagine bien évidemment en fonction de ceux qui ont été maintenus. Oui, là c'était en fonction de l'état sanitaire du pays. Et ensuite, avec mon entraîneur, on choisit aussi en fonction de la surface et puis du niveau du tournoi, là où je me situe, etc. Et puis on décide en fonction de tout ça. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la particularité des tournois futurs ou challengers, ceux auxquels vous avez participé cette année? Qu'est-ce qui les différencie des Master 1000 par exemple? Pour faire simple, les Master 1000, on va dire que c'est la première division du tennis. Et ensuite, il y a les challengers et les futurs, qui équivaut un peu à la deuxième et à la troisième. Donc voilà, il faut gagner des matchs dans les tournois d'en dessous pour monter dans les tournois du dessus, tout simplement. Et ça vous permet d'engranger des points pour le classement ATP? Voilà, et chaque match donne des points pour le classement ATP, exactement. Et justement, comment s'est passée cette saison au niveau du classement? Tout a été gelé? Vous avez pu progresser? C'était compliqué, oui, le classement est gelé, donc aucun joueur peut perdre de points. On peut seulement en gagner jusqu'à mars 2021. Donc on peut progresser en gagnant des tournois. Par contre, on ne peut pas perdre de points si on joue moins bien. Alors qu'en règle générale, il faut défendre les points qu'on a pris de l'année passée. Le regret de cette année, Lucas, c'est peut-être de ne pas avoir pu participer au Rolex Monte Carlo Masters? Bien sûr que c'était triste pour tout le monde que le tournoi soit annulé. Donc, mais bon, on ne peut rien y faire. Il y avait des choses tellement plus graves et plus tristes à ce moment-là. Donc c'était comme ça et puis on ne pouvait rien faire. Quels sont vos objectifs justement pour l'année prochaine? J'ai pas forcément d'objectif de classement précis sur l'année prochaine. Chaque match, on a vu qu'on a été arrêté pendant longtemps, donc là chaque match il y a une saveur différente, donc continuer à progresser et en espérant que j'atteigne mon objectif dans les années qui arrivent. Et aussi dans un coin de la tête, il y a les Jeux Olympiques de Tokyo. Le comité olympique monégasque avait mentionné votre nom pour une participation en 2020. Oui, c'est sûr que les JO, ça représente aussi un rêve et j'espère qu'un jour j'aurai la chance d'y participer. Et Tokyo, c'est pareil, on ne sait pas du tout, on ne sait pas encore si ça aura lieu ou pas. Si ça a lieu, ouais, j'espère faire partie du voyage. Et puis si ce n'est pas le cas, j'espère que ça sera pour les prochains. Donc, pour Paris. Mais c'est sûr que les JO, ça a une saveur particulière et c'est un grand rêve. Merci beaucoup Lucas Katarina d'avoir été avec nous et puis bonne continuation. Merci à vous pour l'invitation. Parlons de toute autre chose à présent. Le nouveau numéro des Annales monégasques est disponible dans les kiosques depuis aujourd'hui. Une idée de présent pour les férus d'histoire. Alexandra Pagny vous présente ce nouvel ouvrage. Il y a 300 ans naissait le prince Honoré III. Un article d'histoire de l'art lui rend hommage en ouverture de cette 44e édition des Annales monégasques. Un numéro très complet qui compte plus de 340 pages. L'art est très présent dans cette édition avec notamment un dossier consacré aux fresques du palais princier, mais aussi un pan entre histoire et actualité avec le document de l'année, l'impossible escale à Monaco de Christine de Suède en temps d'épidémie. Le choix des thèmes, en fait, correspond à une rencontre entre une offre et une demande. L'offre des chercheurs qui, au gré de leurs travaux académiques, master, thèse, sujet particulier pour un universitaire de recherche dans le cadre d'un programme personnel ou du programme d'un laboratoire de recherche, et puis aussi parfois les idées de commémoration que nous pouvons avoir ou de clin d'œil, on en a parlé, à l'actualité. Le dossier contemporain de cette édition est lui consacré à l'un des conseillers privés du prince Rainier III, Martin Dale, qui aura fait couler beaucoup d'encre. À partir de 1960, donc, Martin Dale a été débauché de l'administration américaine pour mettre en place, en fait, pour accompagner la politique de modernisation de Monaco.
de régner et pour faire venir des investisseurs et des grandes entreprises américaines, notamment, en tout cas anglo-saxonnes, en principauté. Et alors que Monseigneur David achève sa première année en tant qu'archevêque de Monaco, cette 44e édition consacre pour la première fois un article aux armoiries des évêques et archevêques de la principauté. Il était intéressant de faire le point finalement sur les différentes armoiries qui avaient été adoptées au fil du temps, leur évolution à la fois dans le style, à la fois dans ce que ces armoiries représentent, ce qu'elles disent de leurs porteurs en termes d'origine, en termes de programme pastoral. Un large dossier est également consacré au prince Albert Ier et à la genèse de son recueil, La carrière d'un navigateur, mais aussi à la princesse Alice et ses amitiés littéraires et artistiques. Les annales monégasques sont disponibles dans tous les kiosques à 30 € et en version numérique sur le site internet www.annales-monégasques.mc qui propose également l'ensemble des précédents numéros. Un point à présent sur les prévisions météo. Quelle est la tendance pour ce week-end, Sandrine ? Alors samedi, Émilie, un temps mitigé car la pluie devrait être au rendez-vous par moments et même si ces moments seront de courte durée, le ciel restera nuageux toute la journée, température de 5 à 10 degrés. Nous fêterons samedi les Corentins. Merci Sandrine et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Pour refermer ce journal, je vous propose un détour par le village de Noël sur le port Hercule et ses animations pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Photo signée ce soir Michael Alési. À demain samedi pour une nouvelle édition sur Monaco Info.